Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette soirée. Donc, moi je suis Olivier Butiot, je suis membre de l'association des Shifters qui vient faire la conférence ici ce soir. Et puis je suis bien sûr un habitant de Saint-Maur. Moi je suis juste voilà, un habitant de Saint-Maur à la base, et puis je suis ingénieur informatique. Et en 2017, alors que je ne connaissais rien on va dire à l'écologie, pas plus que la plupart des gens, je dirais, qui ne sont pas sensibles à la base, j'ai pris conscience des problèmes qui allaient arriver avec le rapport du GIEC. Et voilà, depuis ce temps-là, je pense que l'affaire est vraiment majeure, essentielle, primordiale pour l'humanité. Et donc, en tant qu'habitant de Saint-Maur, j'ai souhaité avoir de l'aide pour que, je dirais, les informations autour de ça soient diffusées et faire en sorte que aussi on puisse donner à chacun des idées pour améliorer sa propre, je dirais, conduite au quotidien en faveur de l'humanité, voilà, pour améliorer son empreinte carbone. Je remercie beaucoup Carole et Martin d'être venus ce soir, et je leur passe la parole. Merci Olivier. Oui, donc comme Olivier nous a présenté, Martin et Carole, on est des bénévoles membres de l'association Les Shifters, tout comme Olivier et Marie-Ève, qui est une association qui soutient The Shift Project, qui est un laboratoire d'idées qui milite pour la décarbonation de l'économie. Donc merci de nous accueillir. On va vous faire une présentation qui va durer à peu près 1 heure, et puis ensuite on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Notre objectif, c'est que vous ayez, à la suite de cette présentation, envie d'agir pour le climat et que vous sachiez comment faire. Alors, on n'est pas là ici pour sauver la planète, mais pour savoir concrètement, à chacun à son niveau, quoi faire, et qu'on puisse le faire en sortant de la pièce. Alors on va parler du réchauffement climatique, du changement climatique maintenant, et on parle de 1,5, 2 degrés. Alors d'abord, de quoi on parle? Quand on parle d'1,5 ou 2 degrés, on parle de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre entre 2100 et l'ère pré-industrielle qu'on met à 1850. Les accords de Paris, de la COP21, sont fixés un objectif de ne pas dépasser les 1,5 degré, ou en tout cas pas dépasser les 2 degrés. Pour information, à aujourd'hui, en 2018, on est à peu près entre 1 et 1,5 degré. Alors, plus 1,5 degré, plus 2 degrés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement avoir l'été toute l'année? C'est juste un tout petit peu plus compliqué. N'est-ce pas, Carole? En effet. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à lever la main, comme ça je saurai qu'il faut que je rapproche le micro. En effet, donc à quoi est dû le réchauffement ou le changement climatique dont on parle ici? Vous devinerez peut-être avec cette photo, c'est l'effet de serre, effectivement, et l'effet de serre SE2RE, et non pas le bel animal que l'on voit ici. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Est-ce que ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est peuvent lever la main? C'est pas grave, je vais quand même expliquer. Comme ça, on sera tous sur les mêmes bases. Donc, voici notre planète, avec le Soleil qui est à quelques millions de kilomètres de là, qui envoie ses rayons sur Terre, et qui sont réfléchis sous forme de chaleur. Okay. Si ça se passait comme ça, il ferait moins 18 degrés à la surface du globe en moyenne. Il y aurait des écarts de quelques centaines de degrés entre le jour et la nuit, par exemple. Donc, vous aurez remarqué que c'est pas la planète dans laquelle on vit, puisqu'on est là tous aujourd'hui. Ça, c'est parce qu'on a une atmosphère. L'atmosphère, c'est une couche qui fait donc, toute la surface de la Terre, une couche d'air, et elle a pour effet que lorsque la lumière arrive, donc il y a une partie des rayons qui sont réfléchis, l'autre qui arrive au niveau du sol, et il y a des constituants dans cette atmosphère, qui s'appellent les gaz à effet de serre.
Donc on peut en citer quelques-uns, notamment le dioxyde de carbone qui est celui dont on entend le plus parler, mais aussi la vapeur d'eau ou le méthane. Et donc ces gaz à effet de serre, ils ont pour effet de maintenir la chaleur qui est émise près du sol. Du coup, grâce à cet effet de serre, qui est un phénomène totalement naturel, il fait 15 degrés en moyenne sur la surface du globe. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le monde qu'on connaît. Le problème, c'est que on est 7 milliards sur Terre, presque, et que nos activités industrielles, de transport, d'agriculture émettent des gaz à effet de serre. Surtout lorsqu'on brûle des énergies fossiles, donc le gaz, le charbon, le pétrole. Et donc, qui dit plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dit qu'il va faire globalement plus chaud. Et donc, c'est pas le problème de l'effet de serre en lui-même, mais bien du fait qu'il s'accentue de plus en plus. Donc, on parlait des 2 degrés à l'instant avec Martin, mais on n'arrive pas trop à se rendre compte que c'est que 2 degrés. Parce qu'à Paris, entre l'été et l'hiver, il y a 40 degrés de différence. Donc, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut faire, 2 degrés de changement sur la surface de la Terre. Alors, pour se l'imaginer, on va faire un petit jeu. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à imaginer. Ok. On imagine une planète où il y a une calotte glaciaire qui s'étend du pôle Nord jusqu'à une grande partie du nord de l'Asie, du Canada et le nord de l'Europe. Elle fait plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace, et ainsi l'eau qui contient cette glace n'est pas dans la mer, et du coup les océans sont 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc on peut aller en Angleterre à pied, la Manche c'est pas une mer, c'est un fleuve qu'on traverse à gué. Et cette planète-là, c'est celle-là, on peut rouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés. C'est la planète lors de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans. D'accord. Et ce qui nous sépare de cette ère glaciaire, c'est 5 degrés. C'est pas 50 ou 100 degrés, c'est 5 petits degrés. Aujourd'hui, vous remarquerez, comme ça c'est notre planète aujourd'hui, que le trait de côte est sensiblement différent. En Europe, on a des climats tempérés qui ont permis que des arbres, des gros herbacées poussent. On a une agriculture qui fonctionne, on est 60 millions en France, plusieurs milliards sur le globe. Les 5 degrés changent tout. Et donc on pourrait faire l'exercice de pensée de rajouter 5 degrés à cette planète. Qu'est-ce qui se passerait? Alors on ne sait pas exactement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une déstabilisation à grande échelle des équilibres biologiques, climatiques et du niveau des océans. Et pourquoi les scientifiques parlent de 2 degrés comme un objectif à ne pas dépasser? C'est qu'après 2 degrés, il va y avoir un déséquilibre et aucune information sur le retour à l'équilibre. Le principal danger, c'est la vitesse de ce changement, parce que lors de la dernière ère glaciaire, ça a mis quand même du temps à arriver à aujourd'hui. Et là, on parle d'une vitesse de réchauffement 25 fois plus élevée qu'auparavant. Donc, est-ce que les écosystèmes vont réussir à s'adapter assez vite? C'est la question. Donc, comme on ne sait pas exactement ce qui peut se passer non plus, comment l'homme va réagir dans les 50 ou 100 prochaines années, on peut néanmoins dire des choses sur les conséquences d'un réchauffement à 2 degrés ou plus. Notamment, il va y avoir plus de sécheresse et de vagues de chaleur. Donc plus de sécheresse ou des sécheresses plus intenses. Ceci peut causer des baisses de rendement agricole, puisqu'il y a moins d'eau pour arroser les cultures, et en conséquence des ruptures d'approvisionnement. Dans des pays où la situation est déjà tendue politiquement, ça peut mener à des conflits armés et des mouvements migratoires. C'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen. Donc on ne dit pas ici que tous les conflits futurs et mouvements migratoires vont être dus au changement climatique. Ce qu'on dit, c'est que ça va en être un facteur aggravant, au moins. Ensuite, un autre sujet dont j'ai évoqué juste avant, c'est la montée du niveau des océans, principalement à cause de la dilatation, puisque quand un liquide se réchauffe, il prend plus de place. Donc ça ne va pas se faire non plus doucement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une augmentation de 10 cm tous les ans. Ça va être plutôt lors de tempêtes où la mer va prendre le pas sur la terre et on va avoir du coup une montée des eaux sur les territoires. Pour un peu illustrer ça, c'est une photo de Miami en 2014 lors d'un ouragan. Et ça montre qu'en fait, un monde à 4 ou 5 degrés, c'est un monde qui ne sera plus assurable. C'est Henri de Castres, le président de Taxa, qui l'a même dit lui-même. Et aujourd'hui, 50% de la surface de Miami n'est pas assurable à cause des risques de submersion.
Le deuxième exemple, c'est New York. Ça, c'était lors de l'ouragan Sandy, où on voit qu'une ville mastodonte comme New York a pu se retrouver dans le noir quelques heures à la suite d'une tempête. Donc ça montre la vulnérabilité de nos systèmes actuels, en particulier sur les zones côtières. La montée des eaux, ça va toucher notamment les îles du Pacifique, le Bangladesh, une partie de la Chine. Mais plus proche de chez nous, en Europe, toute la partie bleue ici que vous voyez, c'est une zone qui est déjà sous le niveau de la mer. C'est les polders, ce qu'on appelle les polders aux Pays-Bas. Les zones qui seront touchées avec une montée des eaux à 2,5 mètres à peu près, ce qui est la tendance pour 2100, c'est les zones que vous voyez en rouge, rouge foncé. Et enfin, si on parle d'une augmentation de 8 à 10 mètres, c'est des villes comme Amsterdam, Bruges ou La Hague aux Pays-Bas qui seront sous l'eau. Donc on parlait des réfugiés climatiques à cause des sécheresses, mais on peut aussi très bien imaginer les gens qui devront se déplacer plus proche de chez nous. Et maintenant, Martin va nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et voilà. Merci. Alors, on a parlé des gaz à effet de serre. On parle des gaz à effet de serre, de l'augmentation additionnelle de l'effet de serre qui sont dus à des gaz à effet de serre émis par l'homme, principalement le CO2. Vous pouvez voir sur cette courbe que depuis 1850, année après année, on a émis chaque année plus de CO2 lié aux activités humaines que l'année précédente. À part quelques rares petites exceptions, mais globalement, c'est la courbe. Tous les ans, on en émet de plus en plus. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on sait combien et pourquoi. Combien on a émis depuis le début de l'ère industrielle 2400 milliards de tonnes de CO2. Et ça, les modélisations scientifiques nous disent que ça va générer plus 1,5 degré en 2100. Ça veut dire que si à partir d'aujourd'hui, on n'émet plus de CO2, en 2100, on aura 1,5 degré. C'est-à-dire que les 1,5 degrés de l'accord de Paris, ils sont déjà derrière nous. Fallait y penser avant si on voulait faire moins. Actuellement, si on arrête d'émettre, on est à plus 1,5 degré. À votre avis, combien de temps il a fallu pour émettre la moitié? Alors, plus exactement, en quelle année on a basculé de la première partie des 2400, c'est-à-dire les premiers 1200, et la deuxième partie? À votre avis, vous metteriez la barre en quelle année? Les années 80. Effectivement, on va le voir, 1982. On a émis depuis 1982 autant de gaz à effet de serre que, on va dire, l'humanité depuis, pas la nuit des temps, mais depuis le début de l'ère pré-industrielle. 1982, moi je passais mon bac, je démarrais ma vie d'adulte. La plupart d'entre vous étaient au moins nés. Hein. Ça veut dire que cette augmentation de gaz à effet de serre, on en est globalement responsable. C'est pas les générations précédentes, c'est notre génération qui en est responsable. Et donc, ça va être à nous de gérer le sujet. On peut voir un peu plus dans le détail. Hop, voilà, un peu plus dans le détail, divisé en 6. On voit que plus ça va, en moins de 10 ans, on a émis un sixième de ce qu'on a émis depuis le début. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Alors, si on ne fait rien, c'est pas qu'on arrête d'émettre, ça on l'a vu, c'est plus 1,5 degré. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on continue année après année d'émettre toujours plus de gaz à effet de serre? Eh bien, les modélisations nous disent qu'on va être entre 4 et 6 degrés en 2100. Voilà pour le moment l'estimation. Et si on continue sur cette courbe-là,
on va émettre d'ici 2100 entre 4 000 et 6 000 milliards de tonnes, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus en l'espace de 80 ans que ce qu'on a émis depuis 1850. 4 à 6 degrés. Et Carole vous a parlé tout à l'heure de ce que pouvaient être, ce qu'avaient été les 5 degrés d'écart par rapport à la dernière glaciation et les risques qu'on courait au-delà des 2 degrés. Donc, si je suppose, vous êtes comme moi plutôt partisan de tout faire pour qu'on ne dépasse pas les 2 degrés, puisque c'est la limite qui est considérée comme supportable, la question c'est qu'est-ce qui nous reste? Et ça, la modélisation nous dit il nous reste 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire un tiers par rapport à ce qui a déjà été émis depuis 1850. Alors à votre avis, ces 800 milliards de tonnes, si on stabilisait les émissions, en combien de temps on les consommerait, on les émettrait? 30 ans. 10 ans. Eh bien, entre 10 et 30 ans, on est à 20 ans. Ça veut dire que rien qu'en stabilisant les émissions, dans 20 ans, on a épuisé tout notre quota. Et comme du jour au lendemain, ça ne peut pas s'arrêter, ça veut dire qu'on continuera à émettre, et ça veut dire que les 2 degrés, on les emplafonnera largement. Donc si on modélise ce que peut représenter une décroissance des émissions, ça donne cette belle pente. Et ça veut dire qu'il faut que d'ici 2050, on divise par 3 nos émissions et que dans la deuxième partie du XXIe siècle, on atteigne la neutralité carbone. Alors diviser par 3 les émissions, ça semble très important. Il y a juste un petit point qu'il faut rajouter, c'est que on est actuellement 7 milliards et demi. Sur la courbe qu'on voit en 1950, on était 2,4 milliards. Globalement, ça veut dire que quelqu'un qui naît de nos jours, il doit émettre entre 6 et 9 fois moins que ses parents. Ce qui est une belle gageure. Alors, quand je vous ai dit ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre un petit exemple. Qui dans la salle a un smartphone? Non, qui n'en a pas? Ah, une personne. Eh bien, on va essayer de suivre le destin de ce smartphone avec une question. À votre avis, à partir de quand on a commencé à émettre du CO2 pour faire fonctionner ce smartphone? Ben effectivement, c'est quand on a commencé à extraire les matières premières, puisque le smartphone est bien constitué de matières premières, principalement des minerais. Alors des minerais, de l'étain, du cobalt, du coltan, produit principalement en République démocratique du Congo, république très démocratique et respectueuse des travailleurs. Et donc pour extraire ces minerais, il faut remuer beaucoup de matière, et donc il faut consommer beaucoup d'énergie. Donc ça émet déjà à ce niveau-là beaucoup de CO2. Les minerais bruts, on ne peut pas en faire grand-chose. Il va falloir les raffiner. Et les raffineries ne sont pas au pied des mines. Donc déjà, il va falloir les transporter jusqu'à l'endroit où vont être raffinés. Transporter en général par la route, par camion, émission de CO2. Pour les raffiner, ça va nécessiter de l'énergie. Encore de l'énergie et donc encore du CO2. Ensuite, une fois raffinés, on va les envoyer à l'usine de fabrication de smartphones. Bon, elle peut être placée à peu près en Chine, mais elle peut être ailleurs. Mais globalement, et ça, les minerais, on va les convoyer par bateau et par route. Encore des émissions. Pour fabriquer le smartphone, ça va nécessiter de l'énergie.
qui peut être d'autant plus émettrice qu'on est dans un pays qui fonctionne beaucoup au charbon. Donc une fois que le téléphone est fabriqué, ben, il va falloir l'envoyer à l'entrepôt du pays destinataire, par bateau, par la route, donc encore des émissions. Une fois qu'il est arrivé à l'entrepôt, il faut l'envoyer jusqu'au magasin où vous allez l'acheter, donc là, encore des émissions. Ensuite, vous, pour aller chercher votre téléphone, en général, vous y avez été en voiture, et même chose, vous repartez en voiture pour l'utiliser chez vous. Notez que si vous le commandez par Internet, il ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit, il y a bien un camion qui va l'amener. Ensuite, quand il ne marche plus ou qu'il ne vous plaît plus, eh ben, vous le mettez à la poubelle, et donc là, c'est encore une industrie qui va polluer, émettre du CO2. Donc on voit, il y a de l'émission de CO2 tout au long de sa chaîne de fabrication. Dans les médias, en général, quand on parle de volume de carbone, on parle de l'inventaire territorial, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle violet, c'est les émissions qui sont émises en France. Tous les politiques, c'est ce dont ils parlent. Quand ils se fixent des objectifs de réduction, ils ne parlent que des objectifs de réduction de ce qui est émis en France. Et on voit bien que les émissions, elles sont plutôt à l'intérieur de ce rectangle orange, un peu partout sur la planète, et c'est ça qu'on appelle l'empreinte carbone. Par la suite, quand on va vous parler d'empreinte carbone, à titre personnel ou par activité, c'est l'ensemble de ce qui a été mis dans le monde pour vous permettre d'utiliser ou de faire une activité particulière. Ce qu'on a vu avec le téléphone, eh ben on peut faire la même chose avec l'ordinateur, avec les vêtements, avec la nourriture, avec les transports, avec tout ce qui fait notre vie confortable. Et donc tout ça, ça donne un volume de CO2. Alors à votre avis, et qu'on appelle l'empreinte carbone, à votre avis, quelle est l'empreinte carbone d'un Français ? Effectivement, on est à 12 tonnes. Pour information, quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un terrien ? Non, elle est plus élevée, elle est plutôt entre 5 et 6. Mais il y a pas mal de pays qui ont des empreintes carbone de moins d'1 tonne par habitant. Donc le Français moyen émet 12 tonnes de CO2 pour tout ce qui concerne sa vie quotidienne. Alors, le Français moyen, c'est une image d'Épinal parce que chacun a un modèle de consommation différent, et donc ça peut, en France, ça peut varier très fortement d'un individu à l'autre, et globalement, ça suit quand même une courbe qui est liée à la classe sociale. Plus on gagne d'argent, plus on consomme, et donc plus on émet. Si on regarde sur la base de ce Français moyen comment se décompose cette empreinte carbone, on va y retrouver les biens de consommation, l'alimentation, les transports, le logement, les services et la construction des logements. On distingue dans les logements la partie construction de la partie utilisation. On va se concentrer sur les 4 premiers qui sont là où vous allez pouvoir agir. Les services, c'est les services publics. On considère qu'en sortant de cette pièce, vous n'aurez pas beaucoup d'actions à faire pour diminuer l'empreinte carbone de l'éducation nationale, de l'armée ou des hôpitaux. Donc, voilà le panorama de ce qu'un Français moyen émet et quelles sont l'origine de ces émissions. Eh bien, on va regarder dans le détail chacun des chapitres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et on va démarrer, Carole, par... Je sais pas, on va démarrer par quoi, d'après vous ? Oui, les biens de consommation, le premier. Tout à fait. Et pour ça, on va retourner sur les bancs de l'école. Alors déjà, les biens de consommation, c'est tout ce qu'on va acheter. Donc on parle de l'électroménager, des vêtements, toutes les choses que vous avez chez vous et qui donc, sont des biens de consommation.
Alors la règle des 3 R. Donc, comme son nom l'indique, il y a 3 R. Est-ce que vous pourriez me dire le premier R? Donc là, c'est les actions qu'il faut faire pour diminuer l'empreinte carbone liée aux biens de consommation. Réduire. C'est que des bons élèves ce soir. Ils connaissent tout déjà. Réduire, effectivement. Premier R, réduire. Donc en fait, tout simplement, on évite d'acheter. On évite d'acheter, on essaie d'avoir des vêtements, des appareils qui durent plus longtemps pour ne pas les remplacer souvent. On va aussi essayer de réparer autant que se peut, puisque un objet réparé est un objet qui a une durée de vie plus longue. Et maintenant le deuxième R. Alors, oui, réutiliser, effectivement. Il va arriver le recycler à la fin. Réutiliser. Réutiliser par vous ou par les autres. Donc là, on parle par exemple du fait que, dans le premier, on a dit réduire, mais réduire, c'est pas se priver. On va pas essayer non plus de se priver de choses dont on a envie, mais par contre, on va essayer de le faire différemment. Par exemple, vous avez une soirée raclette ce week-end et vous n'avez pas de machine à raclette, on va éviter d'aller en acheter une, on va plutôt aller voir avec ses voisins s'ils n'en ont pas une à nous prêter. D'ailleurs, le fait d'essayer de faire marcher les réseaux de voisins, ça a 3 avantages. De 1, c'est quand même plus facile d'aller chercher une machine à raclette chez vos voisins qu'à l'autre bout de la ville. De 2, c'est plus facile de faire confiance à ses voisins aussi. Et de 3, peut-être qu'il y aura quelqu'un en plus à la raclette de samedi. Ou pas, mais comme ça, au moins, vous serez fixé. Il y a pas mal de plateformes qui existent aujourd'hui pour s'échanger justement des objets. Et même, c'est assez simple à mettre en place, un système de mailing ou via Facebook avec ses voisins pour que chacun dise ce qu'il a chez lui et qu'on évite de racheter à chaque fois juste pour utiliser une fois. Alors vous pouvez vous prêter vos téléphones si vous voulez, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, réutiliser, ça va aussi être toute l'économie de seconde main. Ça veut dire on va essayer d'aller acheter de seconde main, donc donner une deuxième vie aux objets. Ça c'est valable pour les vêtements, mais aussi pour les meubles, pour les électroménagers, toutes sortes de choses. Et du coup, quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose, aussi on va essayer de le vendre ou de le donner pour qu'il soit réutilisé. Et enfin, on va essayer aussi de réparer pour que ce soit réutilisé après. Donc il y a pas mal de repair cafés aussi qui ouvrent sur Paris et alentours, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, donc le troisième R, on l'a dit, quand on a vraiment, on n'a pas réussi, on a réduit au maximum, on a réutilisé au maximum, là on pense à recycler. Recycler, du coup, ça va être effectivement éviter de jeter dans la poubelle où il y a tout qui va se faire brûler, mais plutôt de bien mettre à recycler les objets qui peuvent l'être. Sachez que dans la loi, les constructeurs sont obligés de reprendre certains objets, comme les piles ou les ampoules, et les appareils électroniques aussi. Donc certes, ça prend du temps de ramener, mais au moins après, c'est recyclé. On va essayer d'appliquer cette règle de manière plus concrète. On va prendre un sujet qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, qui est le numérique. Le numérique fait parler beaucoup de lui parce que son impact est en évolution presque exponentielle, son usage en tout cas est en évolution exponentielle, et il fait à peu près 1/4 de tous les objets que vous utilisez quotidiennement. Pour vous donner un peu un chiffre, entre 2010 et 2020, la quantité de données échangées entre nos différents appareils a été multipliée par 10. Multiplié par 10. Donc c'est énorme et c'est en continuelle expansion. Donc là, pareil, on ne va pas chercher à se priver du numérique, mais on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire différemment et aussi questionner nos usages. Quand on parle de numérique, on parle de 2 choses. On parle des appareils, donc ça c'est les téléphones, les ordinateurs, les objets connectés en général, et les infrastructures. Donc tout ce qui connecte ces objets, donc à la fois les systèmes effectivement d'interopérabilité qui font partager les données, mais aussi les data centers, ou ces énormes endroits où on stocke les données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ont besoin d'être refroidis pour continuer à fonctionner. Donc, si on peut essayer de donner un ordre de grandeur de la répartition de l'empreinte carbone entre les appareils et les infrastructures, on va être à peu près sur du 50-50. Essayez juste de retenir ça. Donc on va essayer maintenant d'appliquer la règle des 3 R au numérique, et on va commencer par les appareils. Alors, aujourd'hui, un Français, en moyenne, il a 5 objets connectés, ou appareils connectés.
Ça peut paraître beaucoup, mais vous rentrez chez vous et faites le compte, vous pouvez être surpris. Donc on parle de téléphone, d'ordinateur, aussi de box connectées, de montres, etc. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est, le premier R, c'était réduire. On va essayer de réduire. On va essayer de se demander, est-ce qu'il n'y a pas des appareils qui sont redondants dans ce que j'ai? Est-ce que ma montre connectée qui me sert à courir, mon téléphone, il ne faisait pas déjà très bien l'affaire? Et quand on veut acheter quelque chose, aussi on va se questionner, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un énième appareil? Donc on réduit, comme ça. Un petit truc aussi, c'est si vous avez dans vos poches et que c'est lourd, téléphone pro et perso, essayez de dire à votre employeur aussi qu'il existe des téléphones double SIM maintenant. Et vous pouvez avoir un téléphone pour le prix de deux. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi à réduire ça, c'était quoi le deuxième R? Réutiliser. Donc là, réutiliser ou étendre la durée de vie. En moyenne, un téléphone, c'est 2 ans de durée de vie. Un ordinateur, c'est 4. Donc déjà, si on arrive à étendre de 2 ans chacun des appareils, vous voyez que pour l'ordinateur, on divise déjà par 3 son empreinte carbone, si on divise sur le temps qu'on l'a utilisé. Donc, ça fait 6 au total. Que ça fait... Sur l'ordinateur. Si vous passez de 4 à... Non, c'est pas grave, vous passez de 4 à 6, vous divisez pas par 3. Non, on enlève un tiers. On enlève un tiers. Oui, pardon. Oui. On enlève un tiers. Donc on a ça. Et comment est-ce qu'on peut essayer d'allonger la durée de vie des appareils? Déjà, quand on va essayer d'acheter des appareils qui sont en accord avec nos usages, c'est-à-dire que si j'utilise mon ordinateur juste pour envoyer des mails et faire des petites choses, je ne vais pas avoir besoin d'acheter une grosse machine et je vais pouvoir le garder très longtemps. Par contre, si j'ai une consommation intensive, notamment avec des jeux vidéo, je vais essayer de mettre plus le prix au départ pour que mon ordinateur dure plus longtemps et que je n'ai pas à le changer au bout de 3 ans parce que la mémoire ne marche plus. Enfin, la batterie ne marche plus. On peut aussi essayer d'acheter des appareils qui sont facilement réparables, avec notamment des pièces qui se détachent et qui se remplacent. Et pour le téléphone, c'est tout bête, mais la coque et le fil permettent d'éviter qu'il soit cassé à la première chute. Et ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc on fait ça, on a réussi à réduire l'empreinte liée aux appareils. Et ensuite arrive le temps où vous les avez bien utilisés et vous voulez vous en débarrasser. Alors souvent, on a tous fait ça, ça finit dans un placard, les téléphones. Donc on va éviter que ça finisse en placard et on va plutôt aller les faire réparer. Et pourquoi pas le donner à votre petit cousin qui n'en a pas encore, au lieu que ses parents lui en achètent un neuf dont il se servira de pas toutes les fonctionnalités. Petit exemple. Une fois qu'il a bien joué avec, là il est vraiment au bout de sa vie de téléphone, on va pas le mettre dans une poubelle, on va aller le faire réparer. Comme on disait tout à l'heure, les producteurs sont obligés de récupérer les outils électroniques. Donc ça c'est pour les appareils. Donc on peut faire tout ça déjà pour les appareils. Et au niveau des usages, donc les infrastructures, l'échange de données, aujourd'hui ce qui consomme le plus d'énergie et de données, c'est la vidéo. Donc la vidéo, on parle de plateformes comme Netflix, YouTube et autres consorts. Et donc là on peut se demander, est-ce que j'ai vraiment envie de voir cette vidéo de chat pour la 10e fois? Ou est-ce que, alors si j'ai envie de la voir 10 fois, à la limite je la télécharge et après je pourrais la regarder autant que je veux. Mais pour d'autres vidéos c'est aussi le cas. Donc on se demande, est-ce que voilà, j'ai vraiment besoin de regarder tel ou tel contenu sur internet? Deuxième poste, on va dire, de consommation des données, c'est tout ce qui est cloud, et donc stockage de fichiers sur des espaces virtuels, mais pas si virtuels. Donc là, on parle effectivement de data center qui stocke 24 h sur 24 toutes vos données. Pareil dans les mails et les pièces jointes dans les mails, vu que quand vous envoyez un mail, la pièce jointe elle reste sur votre ordinateur et sur l'ordinateur du destinataire, et parfois de tous les destinataires s'il y en a plusieurs. Donc dans ces cas-là, on essaye de mettre plutôt les documents dans des clouds et de transférer des URL, comme ça, c'est à un seul endroit et pas sur votre ordinateur et l'ordinateur de vos destinataires. Donc ça, c'est un peu les petites choses à faire, mais c'est quand même moindre que l'usage de la vidéo. Est-ce qu'on peut garder les questions à la fin ou pas?
note dans ta tête. Ok. Donc là, on a réduit l'empreinte de nos usages. Et pour récapituler tout ça, on a donc 3 actions que vous pouvez faire du coup dès la sortie de cette salle. La première, c'est d'acheter moins, donc le R, de réduire, acheter moins de meilleure qualité et pour plus longtemps. Le deuxième, on essaye de réutiliser, donc on achète d'acheter ou de vendre d'occasion. Et le troisième, on essaye de recycler une fois qu'on a fait les 2 premiers R. Et du coup, Martin va nous expliquer comment on applique la règle des 3 R à l'alimentation. Merci. Alors l'alimentation, petite question, mais comme vous êtes tous des très bons élèves, vous savez déjà la bonne réponse. Quel est l'aliment le plus émetteur de gaz à effet de serre? Effectivement, la viande de bœuf, la viande de ruminant. Je vais vous présenter sur la slide suivante une comparaison entre l'émission d'un kilo d'aliments et une distance parcourue en voiture avec une petite citadine. Un kilo de ruminant, de bœuf, c'est 240 km en voiture, donc un Paris-Tour. Et on le voit sur l'ensemble de cette présentation. Vous avez le bœuf, le porc, du fromage, du poulet, du lait, des céréales et des légumes. On voit que c'est l'alimentation animale qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre et le bœuf de loin. Alors pourquoi on retrouve le fromage et le lait? C'est qu'il a fallu des vaches pour le faire, donc ça reste la même chose. Sur l'alimentation animale, tout ne se vaut pas en termes de... Alors je ne parle pas en calories, hein, je parle en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque on le voit, 1 kg de poulet, c'est 7 fois moins émetteur que 1 kg de bœuf. Alors quand même, c'est un peu un comble pour la France, qui est un pays de gastronomie, avec du foie gras, du fromage, de se dire qu'il va falloir se priver de tout ça. Et puis, même si vous êtes un peu viandard comme moi, vous posez la question, pourquoi est-ce qu'entre cette belle côte de bœuf et ces frites fat qui sont à côté, c'est la côte de bœuf qui pose problème? Là, on va le voir effectivement, le suspect numéro 1, c'est la vache. Alors pourquoi est-ce que la vache, elle émet des gaz à effet de serre? Non pas parce qu'elle a un pot d'échappement, mais parce qu'elle émet du méthane. Alors on a parlé comme gaz à effet de serre issu des activités humaines. Le gaz principal, c'est le CO2, et ensuite vient le méthane, qui est émis quand il y a de la fermentation sans oxygène. Et effectivement, dans l'estomac de la vache qui rumine, dans le rumen, la décomposition de l'herbe qu'elle mange produit du méthane. C'est le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, environ 30 fois plus, d'où l'impact carbone que peuvent représenter les ruminants. Autre point, c'est que la vache ne se nourrit en général pas uniquement d'herbe, surtout dans les élevages un peu industriels. Et donc, il a fallu pour ça cultiver des aliments pour la nourrir, souvent des aliments qui ont nécessité de la déforestation. Et pour cultiver ces aliments, il a fallu des engins agricoles, des engrais, qui émettent aussi un autre gaz à effet de serre, qui est le protoxyde d'azote. Ensuite, il y a toute la chaîne pour conserver la viande, la chaîne de transport, et puis en plus, si vous l'avez acheté en supermarché, vous allez vous retrouver avec toute la partie emballage et déchets. Le fromage, c'est la même chose, puisque, tel qu'on l'a dit, c'est fait avec du lait. Qu'est-ce qui se passe pour des légumes? Eh bien, il y a effectivement du CH4 en moins, du méthane en moins.
Il n'y a pas besoin de cultiver d'autres parcelles pour nourrir les légumes. Mais parfois, on rajoute des gaz à effet de serre quand on chauffe les serres dans lesquelles on cultive ces légumes. Donc, on voit un peu moins de chaîne du froid, mais toujours du transport et de l'emballage. Et donc, si on veut réduire, eh bien, en achetant local et de saison, on réduit la chaîne du froid, on réduit les problèmes de transport, on réduit, il n'y a pas besoin de chauffer les serres, et si en plus on l'achète en vrac, on résout le problème de l'emballage. Alors il ne s'agit pas du tout de devenir vegan ou végétarien, il s'agit simplement de réduire sa consommation de viande, de produits animaux, et limiter au maximum la viande de ruminants. Alors vous allez me dire, comment on fait pour faire de son alimentation avec des produits locaux et de saison? Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut cuisiner. Quand vous cuisinez, vous êtes maître de ce que vous achetez, vous pouvez choisir les aliments, et donc c'est la meilleure manière. Remettez-vous au fourneau plutôt que des plats industriels pour pouvoir être maître de votre alimentation et choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Autre solution pour réduire l'empreinte carbone de votre alimentation, c'est manger mieux et moins. On sait que l'obésité dans nos mondes occidentaux fait des ravages. On mange trop gras, trop salé, trop sucré. Donc, il s'agit de réduire. Et pour réduire les quantités, il y a juste une petite astuce très facile, c'est prenez des assiettes plus petites. Ça a un effet psychologique sur la satiété qui est tout à fait démontré. Après, un autre sujet qui est un chiffre très important, c'est un tiers. Il y a un tiers de la nourriture qui part à la poubelle. Ce gaspillage, il se fait tout au long de la chaîne, à la fois sur la production, quand les aliments ne sont pas dans les calibres qui sont voulus par les consommateurs, ils sont gaspillés dans la chaîne logistique parce que la chaîne du froid peut ne pas être respectée. Même chose après, une fois que ça arrive dans votre frigo, ils peuvent être gaspillés soit parce que les dates de péremption sont dépassées si vous maîtrisez mal, ou soit parce que les assiettes ne sont pas finies, notamment dans la restauration collective. Sur ce un tiers qui est gaspillé, il y a 50% qui se passe avant votre frigo ou le frigo de la cantine ou le frigo du restaurateur, et 50% après. Donc on a une part de responsabilité pour diminuer le gaspillage sur ce qui se passe après votre frigo. Une petite solution pour diminuer le gaspillage sur ce qui se passe avant votre frigo, c'est préférer les moches. Alors là, on parle des légumes. Préférez des légumes moches. Si vous achetez des légumes moches, ils arriveront jusqu'aux étals de marché, plutôt que d'être jetés avant, parce que ça ne correspond pas à ce que veulent les consommateurs. Et aussi un sujet, c'est qu'il y a une bien meilleure gestion des stocks sur le marché, dans les marchés que dans les supermarchés. Donc, achetez plutôt au marché qu'au supermarché, vous éviterez le gaspillage. Donc on a fait un tour de notre alimentation. On voit que la viande représente 50% des émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation. Et quand on parle de l'ensemble des produits d'origine animale, y compris les produits laitiers, on est à peu près aux 2 tiers. Donc les solutions, manger moins de produits d'origine animale. Là encore, il ne s'agit pas de les supprimer, juste d'en manger moins. Cuisiner local et de saison, et puis manger moins et mieux, gaspiller moins. Maintenant, on va voir sur le transport ce que c'est que du local et de saison. Alors là, on va parler de transport de personnes. D'après vous, en moyenne, un Français
combien de kilomètres il fait par an de trajet? 20 000. Ouais. 12 700 km par an par habitant, c'est-à-dire un Paris-Bali en Indonésie, en moyenne. Alors évidemment, il y a quelques Français qui se déplacent beaucoup, une partie des Français qui se déplacent beaucoup plus, hein. Avec l'avion maintenant on peut faire des distances faramineuses, et beaucoup de Français qui se déplacent beaucoup moins. Ça reste une moyenne. Sur cette distance, il y a 60% qui est de la courte distance ou de la moyenne distance. Ça veut dire le trajet que vous faites tous les jours pour aller au bureau, pour aller chez le médecin, faire les courses, pour vos loisirs, etc. Et 40% qui sont de la longue distance. Donc ça, on parle plutôt des congés. Et donc là, notamment au niveau de la longue distance, c'est vraiment vous qui choisissez où est-ce que vous allez, comment vous y allez, par rapport au premier poste qui peut être plus contraint. Au total, il y a 78% des émissions de CO2 qui sont dues à la voiture personnelle, 19% qui sont dues à l'avion sur le total des émissions liées au transport. Donc ça, c'est le plus gros de l'empreinte carbone du transport. Et on finit par les transports en commun, qui représentent 3%, et à pied et les moyens de transport dits actifs ou doux, qui représentent 0%. Donc là, l'idée, c'est pas de se dire qu'on va arrêter de se déplacer, parce que c'est pas possible, mais comment est-ce qu'on peut le faire autrement? Pour ce qui est des petites distances. Donc déjà, si on habite pas très loin de son travail, on va essayer d'y aller à pied. Ça paraît assez logique, mais des fois, même 1 kilomètre à pied, ça fait pas de mal et ça fait faire du sport. Si jamais on est un peu plus loin et qu'on a quand même des moyens de se déplacer, notamment en vélo ou autres moyens de transport actifs, on va aussi essayer d'y aller le plus possible avec ces moyens-là, puisqu'on vient de voir que ça émettait 0, à part lors de la fabrication du vélo, mais c'est négligeable. Et du coup, si on évite de prendre sa voiture et qu'on y va plutôt à pied ou en vélo, on peut passer de 10 à 0 en termes d'ordre de grandeur. Maintenant, si on est dans une ville où il y a beaucoup d'offres de transports en commun, pareil, on va essayer de laisser sa voiture au garage et de prendre les transports en commun, sachant qu'en général, vous gagnerez quand même plus de temps en comptant le temps de parking à la fin. Et ça permet de diviser par 3 l'émission de votre trajet. Donc voilà pour les courtes et moyennes distances, sauf qu'il y a parfois où c'est pas possible de ne pas prendre sa voiture. On est obligé de le faire pour des raisons pratiques. Et dans ce cas-là, il y a quand même des choses à faire. Par exemple, si c'est des distances que vous faites tous les jours à la même heure pour aller au même endroit, vous pouvez penser à des systèmes de covoiturage avec des gens qui habiteraient autour de vous et qui iraient au même endroit. Comme ça, vous partagez la voiture et du coup, vous divisez les émissions par 2. Là, on parle bien des covoiturages de tous les jours. Ensuite, il y a aussi la possibilité, et surtout le besoin, de ne pas acheter une trop grosse voiture en ville. Plus la voiture est grosse, plus elle va consommer, plus elle va émettre. Et il faut revoir aussi, il faut de même revoir nos usages. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 4x4 en centre-ville ou en ville tout court pour juste faire des trajets boulot-maison? Pas sûr. Et donc plus la voiture est petite, et plus elle vous permettra de moins consommer et du coup de moins émettre. Et enfin, on peut parler aussi des gestes d'éco-conduite, notamment le fait de rouler moins vite, parce que la limite des 90 km/h, elle a été prise à l'époque du choc pétrolier, elle n'a pas été prise pour des raisons de sécurité, c'était bien pour qu'on consomme moins de carburant à l'époque. On a aussi des choses comme éviter de rouler les fenêtres ouvertes ou de s'assurer de la bonne pression de ses pneus, qui sont des petites choses mais qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Donc là, on a parlé de distances courtes et petites et moyennes, mais maintenant, il y a toutes les grandes distances qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de transport, notamment l'avion, on peut aller toujours plus loin, toujours plus vite, et se faire des super vacances. Alors d'après vous, un aller-retour Paris-New York, combien de tonnes de CO2 ça émet, sachant qu'on a rappelé qu'un Français moyen, en 1 an, il émet 12 tonnes. Ouais, 2,8. Presque 3 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'en un aller-retour Paris-New York, vous avez émis plus que ce qu'un Français moyen a émis en 3 mois. Pour avoir les ordres de grandeur en tête. Et maintenant, un aller-retour Paris-Londres, pareil en avion toujours, d'après vous.
1500. Alors, c'est un peu moins loin, quoi. 280 kilos. Mais là, c'est juste pour vous dire que Paris-Londres, on a une option de le faire en train. Alors certes, c'est souvent plus cher, mais ça permet de réduire, pour le coup, de 10 les émissions liées à votre voyage. Et en Europe, il y a beaucoup de destinations qui sont accessibles en train. Alors, on peut aller à Barcelone, Milan, en Allemagne, en Angleterre. Vous avez beaucoup de villes et de destinations sympathiques qui sont accessibles en train. Donc on va essayer au maximum d'aller dans ces destinations-là et d'éviter de partir à l'autre bout du monde pour une semaine. Sachant que si jamais on n'a pas le train, c'est pas une possibilité, le bus peut être aussi un moyen, même si ça permet de moins réduire que le train. Et il faut faire attention au covoiturage pour les longues distances, puisqu'en fait ça a aussi un effet rebond, puisque les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de partir sans le covoiturage, bah, du coup partent quand même, du coup ça fait également des émissions. Donc c'est bien, mais juste à faire attention à ce que ça peut impliquer aussi. Donc si on résume, on avait la voiture qui occupe quand même pas mal de pourcentage de l'empreinte totale carbone des transports. Donc on va essayer au maximum de réduire le plus possible l'utilisation de sa voiture. Ensuite, on va essayer pour les trajets longs de privilégier le train ou le bus. Et en top 3, on peut dire, si on n'a pas le choix de prendre sa voiture, d'adopter des gestes d'éco-conduite. Et maintenant, Martin va finir avec le logement. Alors, à votre avis, dans le logement, il y a 4 activités qui consomment: l'eau chaude, le chauffage, la cuisson et l'éclairage et les autres appareils électriques. Quel est le poste qui consomme le plus, qui émet le plus? Le chauffage, effectivement, et de très loin. 77% des émissions en Europe sont liées au chauffage. En France, c'est encore plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour diminuer la consommation et l'émission des appareils électriques, mais que la première chose à faire, c'est de s'occuper du chauffage. Alors pourquoi est-ce que le chauffage émet autant? En France, principalement, c'est que une grosse partie des logements ne sont pas chauffés à l'électricité, sont chauffés au fuel, au gaz principalement, puis au fuel. L'électricité n'arrive qu'en 4e position. Le fuel et le gaz, sur les logements français, émettent au global à peu près la même chose, sachant qu'un logement chauffé au fuel émet 2 à 3 fois plus qu'un logement chauffé au gaz. Donc, à titre collectif, là on n'est pas dans les actions individuelles, mais à titre collectif, il faut supprimer en priorité les chauffages au fuel, puis il faudra s'attaquer au chauffage au gaz. Si on revient à des actions concrètes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire l'empreinte carbone de votre habitation? Et effectivement, le pull. Mettez un pull et baissez d'1 degré la température. C'est globalement économiser entre 7 et 10%. Ça dépend de si c'est en hiver, en été, de la température extérieure. Mais l'ordre de grandeur qu'il faut garder, c'est que baisser d'1 degré la température du logement, c'est 10% d'économie. Donc c'est déjà de l'argent que vous... Allô ? C'est déjà de l'argent que vous ne paierez pas, et en plus, ça réduit votre empreinte carbone de 10%. Donc, c'est à court terme, dès ce soir, vous pouvez baisser le thermostat et mettre un pull. À moyen terme, c'est, quand vous êtes amené à déménager, c'est choisir un logement qui est moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors comment le savoir? Maintenant c'est obligatoire, les DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui sont sur 2 diagrammes, un qui décrit la consommation d'énergie et un qui décrit les émissions de gaz à effet de serre. Alors on le voit, pour la consommation d'énergie, c'est classé de A à G. G, c'est les passoires thermiques, A, c'est les bâtiments bas carbone. Il faut voir qu'en France, on a 80% des logements qui sont entre D et G. Donc il y a comment ça s'appelle, il faut
bien choisir son logement pour que ça puisse moins émettre. Mais ça reste des solutions à moyen terme. Autre chose, c'est le type de logement. Entre une maison et un appartement à surface équivalente, il y en a une qui émet moitié moins. Alors pourquoi? Parce que c'est le chauffage, et le chauffage, c'est les communications avec l'extérieur. Et quand vous êtes en appartement, vous avez en général un appartement au-dessus, en dessous, à droite et à gauche qui sont chauffés aussi. Donc vous avez besoin de beaucoup moins chauffer. Un appartement, c'est pas forcément une cage à lapin. Il y avoir des appartements très agréables à vivre. À moyen terme, une autre solution qui est plutôt pour les propriétaires, c'est effectivement d'isoler son logement. Et là-dessus, il faut aussi choisir les choses à isoler en premier, parce que entre isoler ses combles et mettre du double vitrage, c'est sans commune mesure l'effet de l'un et l'autre. Il vaut mieux isoler son toit. Et donc, avec ça, vous diminuerez très fortement l'empreinte carbone de votre habitation. De plus, c'est pour ça qu'il y a des aides d'État qui sont là pour faciliter l'isolation des logements. Pour rappel pour le logement, donc la première solution, mettre un pull. Ensuite, choisir, qui sont des solutions plus à moyen terme, choisir un logement qui émet moins, et le top, pouvoir le rénover de manière à ce qu'éventuellement il n'y ait plus d'émissions du tout liées au chauffage. On a fait le tour des 4 motifs principaux de notre vie, et donc il va être temps de conclure. Alors, ce qu'on a vu là, c'est que si jamais vous faites toutes les actions qu'on vous a dit ce soir, court, moyen terme, à fond, vous pourrez diminuer d'environ 1/3 votre empreinte carbone. On a vu au début qu'il faudrait, au contraire, diminuer de 2/3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si, c'est ça. Et du coup, vous allez me dire, vous êtes gentil, mais il reste quand même tout ça là, à diminuer. Comment on fait? Alors, il faut savoir que dans ces émissions qui restent, il y en a qui sont incompressibles. C'est-à-dire que si vous allez vivre dans la forêt tout seul, vous aurez quand même des émissions nécessaires à votre survie. Mais il y a aussi des émissions qui ne sont pas de votre fait. Si les constructeurs automobiles ne vous proposent pas des voitures à 2 litres au 100, du coup, vous ne pourrez pas consommer moins avec votre voiture. Et même si on ne vous propose pas des plats végétariens ou des options végétariennes, vous ne pourrez pas consommer moins de viande. Donc là, on va voir que ces actions que vous pouvez prendre directement à la sortie de cette salle, elles vont plus loin. Parce qu'en fait, on est à la fois dans une démocratie et une économie de marché. Ça veut dire que celui qui décide à la fin, c'est l'électeur, la sélection approche, consommateur. Donc vous allez voter avec vos cartes d'électeur pour vos dirigeants de demain. Vous allez leur dire la société dans laquelle vous souhaitez vivre, selon le vote que vous ferez. Et vous allez aussi voter quotidiennement avec votre carte bleue. C'est-à-dire que dès que vous allez acheter quelque chose, vous envoyez un message à l'entreprise et plus généralement à la société que vous souhaitez avoir des produits bas carbone. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce que vous achetez, comment vous l'achetez et pourquoi vous l'achetez. Donc si vous arrêtez d'acheter ce qui est à forte valeur carbone et que vous choisissez des produits qui sont plus bas carbone, l'économie de marché va s'adapter parce qu'elle a été faite pour ça. Okay. Par contre, il faut qu'on soit beaucoup à le faire. C'est pour ça aussi qu'on est là ce soir et que voilà. Un exemple pour ça, c'est imaginez un restaurateur qui a une carte. Okay, et il sert des salades avec des tomates toute l'année. Il a des plats à base de viande et des plats végétariens. Et un jour, il fait ses stocks et il se rend compte que quand même, les plats à base de viande, ils partent moins que les autres et qu'ils ne vendent pas de salade à base de tomates en hiver. Logiquement, il va arrêter de servir des plats à base de viande et de tomates en hiver et il va mettre plus du reste qui se vendait bien. Donc là, on voit que c'est des actions individuelles. C'est-à-dire chacun, quand on va au restaurant, on fait un choix qui ont un impact, on va dire, collectif. Et du coup, le restaurateur a dû changer sa carte. Donc en fait, un des seuls moyens aussi de faire comprendre à ces acteurs-là, c'est acheter ou pas acheter. C'est aussi simple que ça. Si vous achetez, vous êtes pour ce que vous achetez.
Et si vous achetez pas, vous achetez pas. Donc là, c'est à la fois du coup politique et le consommateur. Et on parle souvent des lobbies. On dit oui, mais de toute façon, on ne peut rien faire parce que les lobbies, ils bloquent toutes les décisions qui pourraient aller dans notre sens. En fait, les lobbies, ils sont un lobby qu'à hauteur que nous, consommateurs aussi, on leur donne du pouvoir. Parce que les entreprises qui vont faire du lobby, c'est parce qu'elles ont aussi du pouvoir, parce qu'on achète les biens qu'elles produisent. Donc vous aussi, quand vous achetez quelque chose de bas carbone, vous envoyez à la fois un message aux entreprises, mais aussi plus haut dans l'échelle. Voilà pour ce qui est de la conclusion. Mais avant de finir, on va quand même passer 3 petits messages pratiques. Promis, c'est bientôt fini. Donc ce qu'on vous a présenté ce soir, peut-être pour certains c'était nouveau, quoique j'ai l'impression que dans la salle il y en avait quand même qui étaient pas mal au courant. Ça peut être nouveau et ça peut être une prise de conscience. Une prise de conscience, ça fait jamais plaisir, ça fait mal même parfois. On peut ressentir des émotions assez fortes, mais la prise de conscience elle est nécessaire. Parce que elle est nécessaire puisqu'on se rend compte que certes on est une partie du problème, mais on est surtout une partie de la solution. Et que nous, citoyens ou shifters, le seul moyen qu'on a trouvé justement pour dépasser cet état qui peut être un peu bloquant, c'est d'agir et de continuer à agir. Donc c'est vraiment ça qu'on a envie de vous dire. Et ça se trouve, vous aurez très très envie d'agir et vous irez même très très vite et très très fort. C'est-à-dire que demain vous deviendrez végétarien, vous partirez en vacances dans la Creuse à vélo et vous mangerez... Non, j'ai déjà dit ça. Et vous n'achèterez plus rien de neuf. Très bien. Mais si vous arrêtez de le faire dans une semaine, ça n'aura servi à rien. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par des choses qui sont faciles pour vous. Donc ça va dépendre des gens. Il y en a pour qui ça va être plus facile de manger moins de viande, d'autres pour qui ça va être plus facile de vivre avec 1 degré de moins chez soi. Et au fur et à mesure, du coup, de rajouter des choses pour que ça dure sur le long terme. Ça sert à rien, comme le capitaine Haddock, là, de vous essouffler au bout de la première semaine. Et enfin, quand on commence un peu à reprendre une démarche comme ça, on se rend compte des enjeux et qu'on a envie d'agir, on a aussi envie de convaincre nos proches. Et ça peut mener, vous avez peut-être eu des repas de famille un peu animés, mais ça peut mener à de la confrontation. Et ça fait jamais plaisant et c'est pas ce qu'on a envie. Du coup, ça ne sert à rien de forcer le discours en face de quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, mais ce qu'on vous conseille, c'est d'être exemplaire en fait. Soyez l'exemple que vous auriez voulu que quelqu'un soit pour vous, et c'est comme ça, en étant exemplaire, que vous allez aussi entraîner les gens autour de vous dans la même démarche, et sans être forcément dans la confrontation. Voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés, et maintenant, on est ouvert aux questions.